Bonsoir à tous. Alors, juste pour dire, donc, avec mon ami Rémi, on va donc vous passer le micro. Pour préciser, comme vous le savez, il faut vraiment faire des questions courtes. Vous êtes très nombreux, vous aurez beaucoup de questions. On n'a pas beaucoup de temps. Donc voilà, c'est à vous. Je peux poser une question. Du coup, ça va rebondir sur l'internationalisme. Est-ce que les riches ne forment pas une nouvelle nation avec le c'est nous, on ne veut pas payer d'impôts? On va peut-être prendre plusieurs questions et voilà, vous pourrez répondre de manière groupée. Bonjour Frédéric, bonjour Olivier. Ici. Où êtes-vous? Ici, là. Je ne vous vois pas. Ah oui, pardon. Oui, ça y est. Alors moi j'ai une question. Je suis très heureux que le Rojava ait été abordé au cours de c'est un peu mon dada. J'ai un peu passé un mois là-bas, donc vous le saviez d'ailleurs. Ça m'intéresse de poser une question là-dessus. C'est Raphaël? Oui. Ah, je ne voyais pas bien. Alors voilà ma question. Si le Rojava donc forme un État-nation, comme vous le défendez, Frédéric, c'est dans ce cas-là, le Kurdistan, c'est pas une communauté, c'est bien une nation. Le Kurdistan, les Kurdes, c'est une nation en soi, dans le sens où ils ont une aspiration collective, agir ensemble, qui cherchent une souveraineté, etc. Et dans ce cadre-là, en voulant dans le Rojava créer en fait au sein de la Syrie un État, certes minimal, mais un État fédéral, rompt-il pas en fait avec la logique de l'État-nation, dans le sens où ils font toujours partie d'une nation qui n'est pas un État, le Kurdistan n'est pas un État aujourd'hui, mais en même temps, ils font partie d'une aspiration commune en Syrie en essayant de créer cet État fédéral. Et donc, est-ce que, quelque part, ça ne nourrit pas justement que la réflexion de l'État-nation, ils cherchent par ailleurs à le dépasser, ils assument cette chose-là. Et par conséquent, est-ce que, quelque part, c'est pas un dépassement dans le sens où la nation du Kurdistan et des Kurdes existe toujours, mais eux cherchent à exister au sein de l'État, enfin au sein de la Syrie en fait, dans le même temps. Voilà, ce qui fait que si on appliquerait ce modèle, il y aurait toujours quelque part une forme d'État syrien, d'État turc, d'État iranien, mais tout en ayant une nation kurde qui n'est pas un État. Oui, alors je vais essayer de ne pas être trop longue et de bien formuler ce que je veux dire. En fait, moi, j'ai pas envie de parler de souveraineté populaire parce que je préfère être plus claire. Je préfère parler de démocratie ouvrière parce qu'effectivement, je crois que Olivier sera d'accord avec moi, c'est quand même ça qu'on vise, quoi. Le fait que tous les exploités, tous ceux qui vont au travail tous les matins, qui vont être amenés à rentrer dans le monde du travail un jour ou l'autre, en gros, ils s'organisent et ils décident par eux-mêmes et ils arrêtent de se faire voler le fruit de leur travail par, en gros, les capitalistes bien français ou bien anglais. Et donc, en fait, ma question, c'est, et vous pouvez y répondre tous les deux, mais je la pose surtout à Frédéric Lordon, qu'est-ce que vous proposez, en fait, aux travailleurs? Parce que, en dehors du fait, on peut parler de gauche progressiste, mais en fait, je crois que le fait, aujourd'hui, le progressisme, aujourd'hui, c'est d'essayer de proposer des vraies perspectives à la classe ouvrière et à tous les exploités. Voilà. Peut-être déjà répondre à ces questions-là, ça fait beaucoup. Alors, les riches comme nation déterritorialisée, pourrait-on dire? Bah oui, ma foi, c'est très vrai. C'est très vrai, c'est-à-dire, c'est même pire encore que ça, parce que il touche à tous les guichets. C'est-à-dire, il touche au guichet de la citoyenneté nationale. C'est-à-dire, si un patron se fait enlever quelque part, les services de l'État français seront mobilisés pour aller le chercher, etc. Si tombe malade, ils émargeront à la Sécu. Vous vous souvenez de ces traders de la City qui, en 2008-2009, ayant vu leur banque s'écrouler et leur poste supprimé, s'étaient rapatriés d'Ardard pour toucher à Pôle emploi. Voilà, c'était assez intéressant. Bon, alors oui, c'est exact. Il y a ce groupe social particulier qui profite de tout. Bon, alors après, là, on va... C'est comme une amorce de la réponse à la troisième question, une toute petite amorce d'ailleurs, mais le but de la manœuvre serait de les reterritorialiser un petit peu fermement. Bon, vous voyez. Alors, bon, non, mais c'est ça la question. Hein. Bon,
Alors, je vais y revenir dans un instant. Alors, sur le Rojava, Raphaël, moi, j'entends bien les déclarations d'intention de dépassement de l'État-nation, mais pour toutes les raisons conceptuelles que j'ai exposées préalablement, pour moi, cette prétention-là est un flatus vocis. C'est un propos... ce sont des mots en l'air. Alors, ce qui n'est pas grave du tout, d'ailleurs. En réalité, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est ce qu'ils vont faire. Ce qui compte, c'est qu'ils sont en train d'explorer une forme politique originale. Moi, je prétends, et je continue de maintenir, que conceptuellement parlant, il n'y va d'aucun affranchissement, d'aucun dépassement du principe stato-national compris dans toute sa généralité, mais ça n'a aucune importance d'un certain point de vue. Ça, c'est une pure réserve d'universitaire ou de théoricien. Et ce qui compte, là, c'est le mouvement tel qu'il est en train de s'accomplir. Alors, en revanche, sur la nation kurde, évidemment, là, ça devient plus problématique parce que... Enfin, je ne sais pas si c'est problématique, mais là, pour le coup, on est en train de retomber sur une définition culturaliste ou peut-être ethnicisante de la nation. Alors, bon, ça, évidemment, c'est pas... Moi, pour le coup, la généralité du concept de nation est précisément faite pour s'extirper de ce genre de conception essentialiste. Alors, souveraineté populaire et démocratie ouvrière ou démocratie salariale. Bah, ma foi, sauf à ce que vous attendiez de moi que je vous donne le programme clé en main de la révolution anticapitaliste, j'aurais du mal à répondre précisément à votre question. Sinon, pour dire ceci, la démocratie salariale, précisément, c'est la souveraineté dans des communautés à finalité partielle. Bah, comme vous le savez, ou comme vous ne savez pas d'ailleurs, après tout, je ne vois pas pourquoi je dis ça. Moi, ça fait des années, en effet, que je m'étonne... pour ne pas dire davantage, que je m'étonne de cette situation extrêmement paradoxale qui veut que les pays dits développés se gargarisent d'égalité démocratique, laquelle n'est jamais que l'égalité de passer à l'isoloir une fois tous les 5 ans et de fermer sa gueule le reste du temps, mais tolèrent sans le moindre embarras de conscience que les individus passent 8 heures par jour, c'est-à-dire la moitié de leur temps de vie éveillé, sous des rapports de subordination hiérarchique dont la différence qualitative avec les rapports médiévaux est finalement assez ténue en bout de course. Ce qui est quand même, si vous voulez, ce qui est incroyable, c'est que ça se voit comme une mouche à merde au milieu d'une tasse de lait, et visiblement, ça n'émeut personne. Et on continue de chanter les laudes de la démocratie partout, à ceci près qu'elle est à peu près nulle part, et en particulier pas sur le lieu de travail. Donc, pour moi, si politique progressiste a un sens, il ne peut résider ailleurs que dans la souveraineté partagée des salariés, des producteurs, tels qu'ils forment des collectifs de production, que pour cette raison, il faudrait cesser d'appeler des entreprises, en tout cas au sens capitaliste du terme. Donc voilà, l'horizon progressiste, c'est évidemment l'abolition des rapports de la propriété financière à l'intérieur des collectifs de production. Alors maintenant, comment on parvient à cet objectif ? C'est là que, si vous voulez, c'est reposer par définition la question stratégique, c'est-à-dire la question de savoir comment ça se pense et comment ça s'organise cette lutte qu'on pourrait sans doute qualifier de lutte révolutionnaire, puisqu'elle consiste en un affranchissement d'avec les rapports sociaux fondamentaux du capitalisme. Bon, c'est bien de ça qu'il est question. Voilà. Et ceci, pour autant, n'empêche pas que, par-dessus, en quelque sorte, ces démocraties ou ces autogestions, dites-le comme, ou ces souverainetés locales et partielles dans les collectifs de production, ceci n'empêche pas qu'il y ait lieu de considérer, à l'étage au-dessus, une souveraineté proprement politique, celle qui convient à la communauté politique elle-même, telle qu'elle a vocation à organiser une forme de vie en général, dans la diversité et la multiplicité de
de ces aspects. Donc les deux n'ont pas à être opposés, il n'y a pas à substituer l'un à l'autre. La démocratie sur le lieu de travail, par exemple, doit se compléter localement par, je ne sais pas comment il faudrait l'appeler, moi, démocratie des territoires ou je ne sais pas quoi, vous voyez. Donc tout ça s'emboîte, et tout ça s'emboîte d'une manière qui me permet d'ailleurs de redire quelque chose à propos de ce que tu avais signalé tout à l'heure, et que je partage absolument, qui est... qui tient au caractère profondément multiscalaire de la souveraineté. La souveraineté, c'est pas un truc unique. C'est-à-dire la souveraineté est quelque chose qui se décline à tous les étages de la société et dans ses divers compartiments. Donc moi, c'est pour ça que les malentendus autour de la lecture d'Imperium me navrent, parce que j'ai beau écrire ça, des lecteurs malentendants, ou peut-être parfois mal intentionnés, refusent de le lire et de le comprendre. En effet, je considère que la subsidiarité est le principe complémentaire, indispensable, par lequel se réalise le principe de souveraineté. Voilà, bon... pas grand-chose. Enfin, il y aurait énormément d'autres choses à ajouter, mais vas-y, Olivier. Non, juste sur deux aspects. Ce qui est intéressant dans la discussion, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'avec des mots différents, on peut exprimer des volontés concrètes similaires, ou en tous les cas convergentes. La question de la souveraineté, en effet, comme tu l'as dit, pour moi, c'est une question. Elle pose les questions de propriété. C'est-à-dire, pour moi, derrière la question de la souveraineté, il y a la définition du sujet d'émancipation, du nous, et de qui possède. Mais qui possède les richesses du pays, la distribution de ces richesses, l'attribution de ces richesses par un processus démocratique, en effet. Et donc, la nécessité de combiner, en effet, l'expression de cette souveraineté démocratique, à la fois dans le cadre des lieux de production, à la fois dans le cadre des lieux de vie, pour établir justement une jonction entre la production et la satisfaction de ces besoins-là. Dire ça, c'est-à-dire prendre la discussion par le biais démocratique, c'est la critique la plus virulente en réalité qu'on puisse faire au système capitaliste tel qu'il est, à l'économie de marché. Puisque le logiciel de l'économie de marché, c'est un logiciel tronqué, qui est responsable de la crise économique et écologique dans laquelle on est. Pourquoi ? Parce que, au-delà de tout le mal que je peux en penser, par rapport à l'extraction de la plus-value, de spolier les travailleurs et la population, c'est un logiciel qui produit d'abord les richesses, et se pose le problème de l'attribution des richesses uniquement après coup, en fonction de la loi de l'offre et de la demande. D'où le gaspillage, d'où la crise économique, d'où la pénurie pour certains, le fait que d'autres se gavent, et tout ce qu'on connaît actuellement. Poser la question de la souveraineté démocratique, qui est en réalité une autre forme d'appellation du socialisme ou de l'autogestion libertaire ou du communisme, là aussi, on pourra donner des noms parfaitement différents à ça, c'est d'inverser le logiciel-là. C'est-à-dire de partir de l'estimation des besoins de la population pour établir après coup, et seulement après coup, la production à la hauteur de ce qui est nécessaire et de ce qui est raisonnable du point de vue des ressources réellement disponibles. Ça s'appelle la planification démocratique, écologique. C'est redevenu très à la mode, tant mieux, parce que là, pour le coup, c'est une vraie avancée politique. À partir du moment où on s'entend sur le fait que cette planification démocratique, elle est bien du bas vers le haut et pas du haut vers le bas. Parce que les planifications bureaucratiques, me revoilà avec mon obsession, on a vu ce que ça donnait, et il ne suffit pas, par exemple, quand je prends la question écologique, de sortir du système capitaliste pour régler les problèmes environnementaux. On peut avoir une politique ultra-productiviste dans un cadre qui ne soit pas celui de l'économie de marché et qui ne règle rien. D'où la question démocratique, de souveraineté, d'appropriation collective. Là aussi, au-delà des mots, ce qui est intéressant, c'est à partir des pratiques d'essayer d'établir des choses concrètes. La deuxième et dernière chose sur la nation des riches. Moi, je dirais plus simple, la classe des riches. C'est une classe sociale. C'est une classe sociale. Voilà. Et eux, plus que n'importe qui, savent qu'ils sont une classe. Les Pinson-Charlot, les sociologues Pinson-Charlot, qui sont absolument extraordinaires dans leurs travaux et dans leur façon de faire, puisque eux, vous les avez peut-être déjà vus, c'est un couple absolument adorable, qui peut s'immiscer dans les hautes sphères de la société sans être remarqué par personne. D'accord ? Et donc, à partir de là, ils ont pisté sociologiquement la reproduction des grandes dynasties patronales, leurs lieux d'habitation, comment ils font pour frauder fiscalement. Pourquoi ? Parce qu'ils rentrent, ni vu ni connu, dans leurs lieux, dans leurs habitacles, et ils vont discuter. Et ils ont l'oreille de tout ce milieu-là, qui parle à visage découvert, et qui parle en langage de classe, avec des codes de classe, comme nous-mêmes, dans notre propre camp, on a du mal à les formuler.
du point de vue de la propriété, du point de vue des lieux d'habitation, des codes, des habitus, des écoles dans lesquelles ils ont grandi ensemble. Les lieux, c'est des potes de quartier. Comme nous, on peut en avoir, sauf que nous, on a ce problème de conscience politique propre qui renvoie à notre propre difficulté à inventer notre sujet d'émancipation en termes de classe sociale. Mais moi, je parlerai de classe, pourquoi ? Parce que tout à l'heure, je ne sais plus, c'est venu dans la discussion rapidement, et je ne suis pas d'accord avec ça, et je le dis d'autant plus que moi-même, j'ai utilisé cette expression-là pendant pas mal de temps. Le capitalisme s'internationalise. Limite, le capitalisme est internationaliste. La classe capitaliste n'est pas internationaliste. Parce que l'internationalisme, précisément pour moi, c'est tout le contraire de l'uniformité. C'est tout le contraire de nier les unicités particulières. C'est la mise en jonction et en coordination de tout le monde. La classe capitaliste, elle veut que le monde vive selon ses propres codes, c'est-à-dire selon les habitus et les codes de sa propre classe sociale, universellement déployés, parce que eux, en effet, ne connaissent pas les frontières. Mais ça ne veut pas dire, pour autant qu'ils sont internationalistes, ils sont pour la mondialisation. Et la mondialisation n'est pas l'internationalisme. C'est deux choses qui n'ont strictement rien à voir. À telle enseigne qu'on a un bon exemple aujourd'hui, qui est l'exemple de ce qui vient des États-Unis. Je crois, sans jouer les grands théoriciens, qu'on peut annoncer qu'on est en train de vivre une nouvelle phase de la mondialisation capitaliste, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va garder de la mondialisation précédente des 30 ou 40 dernières années l'idée de la mondialisation World Company, c'est-à-dire l'idée qu'on maintient le grand marché économique international. La chose qui va changer, et je vous l'annonce et on commence à le voir, c'est que les États des plus grandes puissances impérialistes vont reprendre leurs intérêts propres dans le cadre de cette mondialisation. Et vont avoir tendance à un peu plus l'affirmer. C'est-à-dire que ça ne sera pas seulement le jeu du mélange et de l'imbrication des multinationales reliées à des États-nations, comme on a pu la connaître. Ce sera aussi l'affirmation d'un certain type de protectionnisme. D'où quelque chose qui devrait nous questionner. Donald Trump, parce que j'ai entendu là aussi, et malheureusement des gens comme Zizek et d'autres, j'ai entendu beaucoup de choses sur Donald Trump et l'élection de Trump avant son élection. Et je crois que certains sont un petit peu allés vite en besogne, en expliquant que comme des ouvriers votaient sur des questions économiques contre Donald Trump en disant merde au système, ça faisait de Donald Trump un candidat anti-système. Bon, résultat des courses, Wall Street a connu des bons records après son élection. Donc comme candidat anti-système, on repassera. Et Donald Trump, il manie à merveille, du point de vue des intérêts capitalistes américains, une forme de protectionnisme et une forme de mondialisation, qui sont en soi pas incompatibles si on extrait les critères de classe. Lui, par exemple, il est pour que les États-Unis fonctionnent, et comme d'autres, comme d'autres grands dirigeants de grandes puissances impérialistes, fonctionnent un peu comme une diode électrique, c'est-à-dire, tant que ça sort, il n'y a pas de problème. Par contre, pour rentrer, ça ne sera pas la même chose. C'est-à-dire fausser, comme ils l'ont toujours fait d'ailleurs, les règles de la concurrence qu'ils n'arrêtent pas de célébrer systématiquement. Donc, ces questions-là aussi doivent nous interroger, c'est-à-dire que cette classe-là, elle vit aussi en temps et en heure, mais en tous les cas, c'est pas parce qu'elle dépasse ses propres frontières qu'elle est internationaliste. Elle mondialise son propre système, mais pour autant, c'est une autre notion. Enfin, moi, c'est ce que j'en pense en tous les cas. Oui, bonjour. Moi, j'avais une question qui était plus pour Monsieur Lordon. En fait, je suis par là, mais comme toi. Alors, ah oui. Comme vous voilà, voyez, je vous vois. Enfin, je vous entrevois. Voilà, c'est plus une question parce que tout à l'heure, je suis pas sûre d'avoir tout compris dans vos positions. Je suis même absolument certaine d'ailleurs. Mais c'était plus. Vous parliez tout à l'heure en disant que vous étiez pour une sortie de l'Union européenne. Moi, j'aimerais vraiment comprendre concrètement ce que vous attendez par là, parce que j'ai parlé hier avec un gars de la Banque de France qui disait que, par exemple, refaire sortir l'euro, c'était mal barré et que surtout qu'il y avait 0 billet. Que, par exemple, il y a un livre là sur la Grèce de Pietros Markaris qui fait une politique fiction en disant si les Grecs sortaient de l'euro, ce serait la catastrophe et tout. Bon, ok, je suis d'accord, vous avez tous dit la France, c'est pas la Grèce. Mais bon, je pense que ceux qui vont payer, c'est les pauvres notamment. Et donc moi, par exemple, qui travaille à l'hôpital, j'aimerais bien que vous m'expliquiez en quoi sortir de l'euro, ça va améliorer mes conditions de travail au jour le jour, parce que voilà, ma ministre, elle n'est pas européenne, elle est française, et c'est elle qui fait les politiques, et c'est une politique française, la politique de santé. Donc je veux bien que vous m'expliquiez en quoi ça va m'améliorer ma situation. Oui, moi j'ai une autre question très courte.
c'est par rapport en fait au terme qui vous obsède tous les deux apparemment de bureaucratie. En fait, est-ce que ça serait possible d'avoir un éclairage en fait sur ce terme bureaucratie? J'arrive pas bien à comprendre en fait ce que ça veut dire, parce qu'en fait vous dites la planification économique et écologique elle est indispensable. Enfin, je suis aussi d'accord, mais par en bas. Et en fait là, je comprends pas. Enfin, c'est compliqué en fait. Évidemment, ça serait bien que la planification économique et écologique elle se fasse par en bas. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible d'éviter la bureaucratie? Et en fait, qu'est-ce qu'on entend par bureaucratie? Parce que si c'est une administration, j'ai du mal à comprendre comment est-ce qu'on va coopérer au niveau international sans administration. Et du coup, j'espère comme vous aussi que c'est possible de faire ça par en bas. Mais si vous avez des éléments un peu pratiques, merci. Oui, bonsoir. Alors ma question était, est-ce que le but au final ultime de l'internationalisme ne serait pas de faire en sorte que l'entièreté des exploités de la communauté humaine fasse nation pour finir en une seule et unique nation et donc aucune? Et si oui, est-ce que la fusion des États comme pourrait l'être l'Union européenne des peuples pourrait être une étape ou est-ce un leurre? C'est pour toi ça. Oui. Bon. Eh bien, ma foi, on manque pas. Hein. Bon, je vais prendre les choses peut-être dans un ordre approximatif. Je vais commencer par la deuxième question sur la bureaucratie. Je dirais ceci à propos de la bureaucratie. Bureaucratie, à mes yeux, désigne génériquement la dégénérescence d'une institution qui se met à vivre pour elle-même et non plus pour la fonction qui lui avait été primitivement assignée. Alors, là, si vous voulez, voilà, c'est ça. Alors là, pardonnez-moi, je vais faire une petite spinozite. C'est la bureaucratie, c'est le conatus de l'institution, vous voyez, qui veut persévérer dans son être comme institution, mais ce qu'elle a à faire finalement lui devient indifférent. Se maintenir dans l'existence lui suffit, et puis même s'accroître, s'étendre lui convient encore mieux. Alors le vrai drame de la vie institutionnelle, c'est que ce processus de dégénérescence est presque fatal. Tu as parlé de Deleuze, Olivier, il n'y a pas longtemps à propos des rhizomes, mais il y a quelque chose chez Deleuze qui m'a toujours beaucoup frappé et dont il faut bien dire que c'est assez déprimant. Mais la politique deleuzienne est assez désespérante. Hein. C'est sa théorie des lignes de fuite. Ouais, la ligne de fuite chez Deleuze, quand elle réussit, alors c'est qu'elle va échouer. C'est-à-dire quand elle réussit, quand il y a eu un mouvement de fuite qui s'est opéré dans une certaine direction, alors quelque chose va se reconstituer, ce qui dans le langage deleuzien, ça va se strier à nouveau, vous voyez, et ça va s'ossifier en quelque sorte. Si bien que le processus de ligne de fuite le processus de la fuite est éternellement à recommencer. Et on ne sait que trop ça, mais dans tous les domaines. Une institution dégénère. Alors, quelque chose se crée pour échapper à cette dégénérescence. Parfois, c'est un bloc de l'institution qui s'en va, et puis qui reprend à neuf une vie toute nouvelle et très enthousiasmante, jusqu'à ce que le processus de dégénérescence revienne, et que ça se refossilise, et que la chose doit être relancée pour une nouvelle étape. Alors, c'est tout à fait prosaïque, mais je pourrais vous raconter ça en matière d'institutions universitaires, par exemple. L'école des hautes études, l'école pratique des hautes études avait d'abord été créée pour répondre à l'ossification de la Sorbonne. Et puis, l'école des hautes études a été créée en sciences sociales, a été créée parce que l'école pratique des hautes études elle-même était en train de dégénérer. Et l'école des hautes études en sciences sociales ne va pas très bien non plus. Ce qui fait qu'idéalement, vous voyez, à l'origine, c'était un lieu fait pour faire circuler les chercheurs entre les disciplines, pour favoriser l'interdisciplinarité, les structurations lâches, etc. Et tout s'est rigidifié à nouveau, quoi. Les économistes sont fous dans leur coin, etc., etc. Donc, bon, voilà.
Alors, quant à la planification écologique, là, je laisserai Olivier répondre. Alors, sur l'ingénierie de la sortie de l'euro, j'ai vraiment eu l'impression de me retrouver sur le plateau de TF1, vous voyez. Alors, non, c'est pas du tout dépréciateur. Ce que je veux dire, c'est que c'est une question qui, c'est comme si on me demandait, vous voyez, le plan tout armé, etc. Et surtout les effets concrets. Alors, bon, évidemment, c'est difficile je me suis senti comme un candidat, vous voyez. C'est ça que je voulais dire, en fait. C'est très compliqué. Je veux dire, il y a le volet technique de la sortie de l'Union européenne, et puis il y a les conditions de possibilité politique. Ça, c'est autre chose. Sur le volet technique, je ne vais pas rentrer dans les détails et je vais me contenter de dire ceci. De toute façon, ça serait un sacré rodéo. Ça, c'est sûr. Et ça, je veux dire, ça serait irresponsable de le cacher ou de le minimiser. C'est la raison pour laquelle, pour franchir un pas pareil, il faut en être arrivé sans doute à des points d'extrémité qui font que vraiment on ne peut plus tolérer l'état présent des choses. Et c'est d'ailleurs, quand on y pense, c'est une double injustice qui frappe les politiques progressistes et audacieuses. Une double injustice qui tient d'abord à ce que j'appelle les asymétries de la peur. Les asymétries de la peur, si vous voulez, c'est ce mécanisme par lequel on est toujours porté à préférer sa merdouille connue à un saut dans l'inconnu, quoi qu'il soit prometteur. Parce que c'est l'inconnu. Et c'est un réflexe extrêmement puissant. Regardez le point de dévastation sociale qui a été atteint par la Grèce, eh bien, ça n'a même pas suffi pour surmonter ces asymétries de la peur. J'ai le souvenir on m'avait rapporté la parole d'une femme grecque qui était militante à Syriza, même dans le comité central, etc., à qui on soumettait, c'était au tout début de l'expérience Tsipras, au tout début, à qui on soumettait l'hypothèse de la sortie de l'euro et qui disait... C'est horrible. Nous avons été les cobayes de la Troïka, nous ne voulons pas être les cobayes de la sortie de l'euro. Et c'est terrible, cette phrase, parce que vous voyez, il y avait un ressort cassé, il y a eu quelque chose. Et c'est vraiment cette asymétrie de la peur. Et la deuxième part de l'injustice, c'est que dans l'état actuel de l'hégémonie au sens gramscien du capitalisme, c'est-à-dire sa colonisation de nos esprits, etc., une politique alternative, je veux dire réellement alternative, est sommée de faire ses preuves dans les 3 mois. Vous comprenez, eux, ça fait 30 ans qu'ils échouent. Et ils demandent d'idées. C'est patience, les effets vont finir par se manifester. Et dans les 3 mois, une politique de sortie de l'euro serait déchirée par les médias, les experts gyroscopiques, etc. Vous voyez, on vous l'avait dit, ça ne marche pas. Vous voyez, ça ne marche pas. Bon. Alors, sauf qu'on sait bien, en théorie macroéconomique, par exemple, que pour qu'une dévaluation, une simple dévaluation, produise de l'effet, il faut 18 mois. Donc voilà, la courbe s'inverse au bout de 18 à 24 mois. Enfin, il en irait sans doute identiquement pour une opération de sortie de l'euro. À ceci près, je l'ai dit tout à l'heure, que sortir de l'euro, c'est refaire complètement le modèle de politique économique. Et en particulier, s'abstraire, enfin, de la camisole de l'austérité et de toutes les politiques de l'offre. Alors là, pour le coup, je peux répondre très concrètement à votre question. Ça changerait quoi pour moi ? Vous travaillez dans le secteur de la santé, n'est-ce pas ? Avez-vous dit ? Lorsque Hollande a décidé le pacte dit de responsabilité, vous voyez, l'antiphrase est partout dans ce monde-là, c'est ça. Lorsqu'il a décidé le pacte de responsabilité, il a été question de 40 milliards d'économies à faire, n'est-ce pas ? Et sur ces 40 milliards, on ne se souvient pas ça. Pour les bons vœux, bonne année, Hollande annonce le pacte de responsabilité. 4 mois plus tard, Manuel Valls amène la douloureuse. 40 milliards d'économies à faire, il y en aura 10 qui seront faits sur la santé, dont quasiment 1 milliard d'économies sur l'AP-HP. Pour un système qui avait déjà passé le point d'insupportable, alors là... Bon, non mais c'est très concret ces trucs-là, vous voyez. Souvent, les causalités structurales sont étirées, on n'arrive pas à rapporter les effets aux causes, etc. Et bien là, le pacte de responsabilité, au bout du pacte de responsabilité, il y a des gens qui se jettent par la fenêtre. Voilà, c'est ça, les conséquences réelles de ces effets. Bon, alors c'est aussi avec ça qu'il s'agit de rompre, vous voyez, dans la réorientation complète d'un modèle de politique économique. Ah, j'ai pas parlé de l'internationalisme, mais j'ai déjà parlé trop longtemps. Je te laisse, j'y reviendrai, parce qu'évidemment, ça me... Non, je te laisserai parler de l'internationalisme. Ouais. Je voudrais juste rajouter, parce que c'est la thématique, en fait, qui
Oui, pour poser une question, enfin plutôt pour comment dire, creuser un petit peu le sujet sur l'histoire de la planification écologique. Avec les amis d'Ecorev, qui est une revue d'écologie politique, on a fait un dernier numéro, là, le 44, sur l'Anthropocène. Et en fait, on va dire pour expliciter un peu, on va parler du changement climatique, hein, pour le dire vite. Et en partant des écrits de Charles Fourier, qui en fait, dès le début du 19e siècle, en fait, dénonçait déjà la détérioration matérielle de la planète du fait du mode de production capitaliste. Et en mettant en parallèle les écrits de Murray Bookchin, qui sont aujourd'hui au cœur de ce qui se passe au Rojava, on a assez facilement eu envie de mettre en avant des choses qui justement se passent au Chiapas ou au Rojava en termes de mode de gouvernance, en fait, de mode de gouvernement. Et du coup, moi, la question que j'ai envie de dire, avant d'aborder juste la question de la planification écologique, comme si c'était justement une politique qu'on pourrait mener au niveau national, du fait de cette problématique environnementale qui est globale, en soi, est-ce que la dimension nationale n'est pas d'emblée discréditée? Et j'ai envie aussi de ramener ça à la question du mode de production qui, depuis l'arrivée de l'informatique et de l'interconnexion généralisée au niveau du globe, de la planète entière, crée des changements dans le mode de production capitaliste lui-même. Et en fait, la question, c'est peut-on aborder cette question de l'internationalisme sans aborder à la fois la question de l'Anthropocène et la question des mutations du mode de production capitaliste lui-même du fait de l'arrivée de la micro-informatique. Alors, je coupe juste avant la réponse. À l'avenir, on n'interrompt pas. Monsieur, je comprends que vous avez des questions, tout le monde en a. Il y a beaucoup de gens qui attendent le micro pour avoir d'autres questions. C'est vraiment important, vous êtes très nombreux. Donc, on attend en fait que les réponses soient terminées. C'est quand même plus sympa. Voilà. Peut-être que s'il y a d'autres inscrits, vous voulez donner la parole maintenant, si vous voulez. Peut-être qu'il y a, s'il y a d'autres interventions, qu'elles aient lieu maintenant, peut-être aussi, non? Du coup, vous n'avez pas pu répondre. Non, mais on répondra, il n'y a pas de souci. Hein. J'ai pas fait une feinte. Hein. Oui. Bon. Alors moi, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt un étonnement. Il y a beaucoup de mots. Alors il y a le discours politique, un discours plus intellectuel, et en fait, il y a beaucoup de mots qui reviennent et qui, moi, me font écho à ma pratique professionnelle qui est de travailler à l'hôpital psychiatrique. Oui, où en fait la question de l'altérité et la question de la pensée, la question de la symbolisation des idées, elle est à l'œuvre vraiment chez des personnes en grande difficulté, et chez nous, les soignants aussi, qui essayons quelquefois, qui apportons un grand attachement à la forme dans le dispositif de travail que l'on propose. Et alors moi, toujours mon interrogation et un manque en fait que je ressens, c'est pourquoi ne s'adjoint pas au discours de l'intellectuel et du politique, que j'aime beaucoup, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Je vais voir d'autres intervenants qui sont plutôt dans le discours de la psychologie, sans être psychologisant. La question de l'altérité, la question du faire collectif, elle a été traitée par des personnes comme, je sais pas, Tosquelles, Jean Houry, il y a des intellectuels à Lyon, là, il y a des psychologues qui travaillent comme Georges Gaillard, enfin, il y a beaucoup de personnes qui font des travaux très intéressants, et je trouve dommage que, vu qu'on parle de l'internationalisme, là, des passerelles de rencontre, des différents discours pour justement essayer de faire des concepts, de s'accrocher à tout ça. Pourquoi peut-être ça ne se rencontre pas assez, ou alors peut-être que je suis passée à côté, je ne sais pas. Et la question du corps, je parlerai plutôt de la question de la groupalité et du collectif, notamment dans le monde du travail. Je suis désolée, c'est difficile à exprimer comme idée. C'est comment parvenir à faire collectif aujourd'hui sans passer par la question de l'altérité, voilà, des rapports humains, etc. Et pourquoi voilà. Plus court, s'il vous plaît, vraiment, c'est important. Il y avait une question là-bas et après une question ici. Bonsoir. Moi, c'est plutôt une question qui s'adresse à Olivier Besancenot.
Je voulais savoir ce que vous pensiez en partant du postulat un peu que posait le monsieur qui m'a piqué le micro tout à l'heure sur l'écologie. Et le fait qu'effectivement, en écologie, je crois qu'on est nombreux à être d'accord sur le fait que c'est quelque chose qui impose une homogénéité planétaire. Qu'est-ce que vous pensez de la question de cette homogénéité planétaire dans un autre domaine qui serait celui fiscal de l'impôt, puisque on le voit aujourd'hui, il y a des réformes, enfin des projets, des volontés de réforme qui vont dans ce sens-là, de pouvoir étaler beaucoup mieux et rendre l'impôt réellement progressif. Il semble que ce soit une question qui puisse se faire que de manière planétaire. On parlait de fuite de capitaux tout à l'heure. Je voulais savoir ce que vous pensiez de ce point-là. Si vous voulez bien répondre, et puis on reprendra l'autre question. Comme vous voulez. Sur différents aspects. Bon, d'abord, ton témoignage, moi je l'écoute. J'ai pas la prétention de tout connaître. Et s'il y a cette entrée-là qui est possible, moi je suis ouvert à toute proposition pour les découvrir. C'est pas mon entrée en matière, mais j'imagine qu'il y a des travaux en la matière qui doivent aller dans le même sens, et chacun par sa propre expérience peut arriver à des points de convergence communes. Sur la question de l'Europe, ça rejoint la discussion un peu qu'on avait tout à l'heure. Pour le dire simplement, comment dire, en rapport au service public, parce que y a le service public hospitalier auquel tu appartiens, et puis le service public, moi je connais, je travaille à la Poste, et je vois bien comment ça fonctionne à la SNCF ou ailleurs. Il y a une espèce de dualité redoutable dans le discours, qui depuis des années, en gros, du point de vue des gouvernements nationaux, remettent systématiquement sur le dos de la Commission de Bruxelles des politiques dont, au final, ils sont responsables. C'est-à-dire que la Commission de Bruxelles, puisque dans le domaine hospitalier, c'est vrai aussi, comme l'a dit Frédéric, c'est difficile de ne pas parler de la dégradation des services publics sans parler des politiques européennes aujourd'hui, parce qu'il y a eu des directives européennes qui ont été dans le sens de libéralisation, parce qu'il y a eu des politiques européennes qui imposent le fameux renforcement, comblement des déficits publics, donc d'aller piocher, etc. Donc c'est des politiques qui ont été développées et uniformisées au niveau européen. Ce qui est redoutable, c'est qu'en première et en dernière instance, les gouvernements nationaux ont la main. C'est-à-dire que les fameuses directives de libéralisation et de privatisation des services publics, que je connais plutôt pas mal, elles ont toujours été amenées sur la base d'un mandat par les gouvernements nationaux au Conseil européen. Donc le Conseil européen, c'est le Conseil des ministres européens, c'est-à-dire la coordination des gouvernements européens, pour ensuite être travaillé par la Commission de Bruxelles. Tout ça pour dire que la Commission de Bruxelles, ce n'est pas l'armée de technocrates et de bureaucrates qui travailleraient dans le dos des peuples et dans le dos des gouvernements. C'est une armée de technocrates et de bureaucrates, c'est sûr, qui travaillent dans le dos des peuples, c'est sûr, mais surtout pas dans le dos des gouvernements nationaux. Et ça a été très pratique d'un point de vue politique. J'entends simplement la construction européenne de cette Europe-là, cette Europe libérale, parce qu'en gros, à chaque fois, ça a été une façon de se dédouaner de ses responsabilités au niveau national. C'est pas nous, c'est l'Europe qui l'exige. Alors qu'en première et dernière instance, les gouvernements sont capables de pondre des directives auxquelles ils pourraient être parfaitement capables de désobéir, par exemple. Donc, il y a quand même un petit lien avec le schmilblick. Mais en effet, le problème, et tu l'as pris à la fin, c'est-à-dire, je ne sais plus comment ta formule de politique globale, pour régler en partie le problème des services publics, c'est en effet s'atteler à une politique radicalement différente qui sorte du cadre de l'austérité, qui donne les moyens à ceux qui en ont besoin. Même moi, qui suis un anticapitaliste notoire et paraît-il caricatural, et dogmatique, et populiste, et j'en passe et des meilleurs, j'en viens à intérioriser le discours ambiant et à ne plus avoir la mesure des chiffres. Le dernier chiffre qui est tombé, c'est que 5 milliardaires, les 5 premières fortunes françaises, disposent de plus de 115 milliards d'euros, à elles seules. Et Pinot, je crois que c'est 40 milliards. Et la question se pose, c'est qu'évidemment, même avec une famille ultra nombreuse et des velléités de générosité extrême évidemment, on ne soupçonne pas qu'il est, mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien foutre de tout cet oseille ? 115 milliards d'euros, quand on voit ce qu'on retire au service public et les conséquences dramatiques que ça représente. Je ne vais pas me sortir là-dedans dans une diatribe sur la Poste. À la Poste, c'est 4 emplois toutes les heures qui sont supprimés. 4 emplois toutes les heures. La Poste touche le crédit d'impôt compétitivité emploi. 1 milliard d'euros sur 3 ans, 4 emplois supprimés toutes les heures. Et aujourd'hui, c'est un drame qu'on est en train de vivre. Il y a des collègues qui pètent les plombs, qui vont au travail à reculons, qui veulent se barrer avant l'âge de la retraite pour les plus anciens, pour les plus jeunes ne veulent plus rester,
pètent les plombs au boulot, il y a des relations de merde, et il y a des drames, des gens qui se suicident. C'est le syndrome France Télécom. Donc en effet, derrière ça, derrière ces chiffres, il y a des vrais drames. Donc sortir de la politique d'austérité, ça serait en effet assumer une confrontation politique avec l'Europe telle qu'elle est. Ça implique de sortir de ces traités, du cadre politique institutionnel qu'il est. Sur le cadre monétaire, là aussi, j'expliquais tout à l'heure que moi, je ne suis pas pour prendre ce qui peut être à un moment une étape comme une fin en soi, d'autant plus que la question sera de nouveau posée. Alors il y a la discussion économique à proprement parler. Ils font tous peur avec les histoires d'inflation, déflation, etc. Mais le vrai problème qui sera posé, c'est qui détient la monnaie, une nouvelle fois. Parce qu'au moment du passage de l'euro, on a tous vu que les prix ont augmenté. Par exemple, au-delà de ce que ça représentait en termes de critères de convergence politique et économique. Bon, si on peut avoir le retour à une monnaie nationale, si c'est toujours entre les mains des mêmes, vous pourrez aussi avoir une flambée des prix. Si par exemple, vous indexez pas les prix sur les salaires. Donc on retombe toujours sur des questions beaucoup plus globales que moi j'appelle anticapitalistes, mais qu'on peut appeler différemment. Mais quoi qu'il en soit, ce serait une confrontation. Et pour le coup, on a parlé de périmètre d'émancipation, de périmètre de souveraineté, mais par exemple la question des services publics, là, typiquement, et je vais embrayer sur le deuxième aspect après parce qu'elle est liée, on peut imaginer d'autres périmètres. Le service public ferroviaire, pardon de le dire, il n'y a aucune raison de le confiner dans le strict cadre départemental, régional, national. On peut aller au-delà, au niveau européen, au niveau continental. Et on pourrait avoir des services publics différents qui soient sous le contrôle des usagers, des salariés, avec une coordination pour commencer des opérateurs nationaux qui ne soient pas la concurrence organisée. Puisque par exemple la Poste fait la même chose, la SNCF c'est la même chose. La Poste va se déguiser en opérateur privé dans les autres pays européens pour mener la concurrence à d'autres opérateurs publics. Les opérateurs publics de ces pays-là font la même chose ici en France. Donc c'est une concurrence déguisée. Le système capitaliste aujourd'hui, c'est celui-là. Mais je suis déjà trop long. Sur la question de la planification économique et la question du périmètre et de la planification, moi je partage ton point de vue, c'est-à-dire que la question de la crise écologique et de la crise climatique nous invite tout de suite à envisager les plus grandes échelles. Tout de suite, d'emblée. Est-ce que ça invalide le cadre national ? Définitivement, et ça le discrédite, j'en sais rien. Pour moi, ça interdit en tous les cas tout cadre préétabli d'avance pour des raisons idéologiques de ce périmètre-là. Parce que la vraie façon de régler les problèmes écologiques, c'est en effet de permettre aux populations locales qui auront décidé de leur périmètre de souveraineté d'établir leurs besoins et qu'ensuite, sur la base de mandats qu'elles auront donnés à des délégués ou à des représentants, à des mandataires, vous les appelez comme vous voudrez, iront discuter avec d'autres populations locales qui auront fait exactement le même processus. Et de là naît une discussion démocratique, politique passionnante, qu'on a vu même sur des micro-échelles, pour ceux qui ont suivi par exemple le budget participatif de Porto Alegre, cette ville du sud du Brésil. C'est que chacun arrive en disant, c'est légitime, nous habitants du quartier, on a besoin de tant de logements, on a besoin de tant de voiries, on a besoin de tant d'écoles, on a besoin de tant d'hôpitaux. Et puis ils vont à la rencontre d'autres habitants d'autres quartiers qui vont dire, nous on a les mêmes demandes. Mais le problème c'est qu'entre les mains, on n'a qu'un budget. Comment on fait pour se l'attribuer, se le partager équitablement entre tous pour satisfaire un maximum les besoins de tous et de toutes. Ça, pour moi, c'est la façon d'envisager la planification démocratique par le bas et pas par le haut. Par le haut, c'est quoi la bureaucratie ? C'est pas les administrations, c'est pas les services publics. Ça rejoint la définition que donne Frédéric. Pour moi, la bureaucratie, c'est une séparation. Oui. C'est un corps séparé du restant de la société. Un corps qui se spécialise dans la fonction du pouvoir et dans la fonction de l'organisation des décisions qui auraient été prises. Et qui va se spécialiser, qui va se professionnaliser, et qui est donc au final l'appareil d'État tel qu'on connaît. Et je suis absolument d'accord avec toi, sans être fataliste, c'est un danger constant et permanent, qui n'est pas inné mais qui est constant. C'est-à-dire que la vie réelle pousse à ce qu'on cherche à spécialiser les gens, pour régler même les problèmes les plus locaux, en disant, parce qu'on ne peut pas tous décider tout en délibération collective permanente, ça c'est pas vrai, ça c'est de la flûte. Même moi, qui ai une grande sensibilité démocratie directe, tu ne décides pas de tout le temps en assemblée. Non, il y a un moment donné, tu es obligé de déléguer. Le problème, c'est de pouvoir révoquer, contrôler un maximum les mandataires qui vont aller discuter avec d'autres, pour faire en sorte qu'un corps n'échappe pas, ne se spécialise pas et n'échappe pas au contrôle de l'Assemblée. Ça, c'est des mesures concrètes.
la révocabilité des élus à chaque instant, rendre des comptes à l'Assemblée, empêcher la professionnalisation de ses mandataires, donc faire en sorte qu'ils ne gagnent pas plus d'argent que ceux qui sont censés représenter, organiser la rotation des mandats. Ça, c'est des choses concrètes, mais une fois que j'ai dit ça, je n'ai pas tout épuisé. Hein. Mais en tous les cas, on est condamné à inventer des solutions démocratiques constantes et permanentes pour lutter contre cette dégénérescence bureaucratique qui guette n'importe quel mouvement collectif. Et donc, du point de vue écologique, cette planification, ça voudrait dire en effet inventer les bonnes échelles de coordination, qui sont des échelles départementales, régionales, nationales, européennes et mondiales. Et je suis d'accord avec ça. Alors après, s'il y a d'autres sujets qu'il faut inviter en termes de périmètre sur la souveraineté mondiale, pourquoi pas? Mais là, je termine là-dessus pour répondre à la question qui avait été posée sur la fiscalité. Là, pour le coup, ceux qui la défendent aujourd'hui la défendent vraiment avec une vision vue par le haut. Parce qu'on est quand même très loin pour l'instant d'avoir inventé un périmètre mondial qui permettrait d'ores et déjà d'avoir cette arme entre les mains qui soit la fiscalité. Donc ça veut dire une fiscalité décidée par les États, donc décrétée par le haut, et en général décrétée par mes deux adversaires principaux, qui sont le capital et l'État, synthétisée en la matière par un candidat à l'élection présidentielle qui s'appelle M. Macron, qui paraît-il est présenté comme le loup de Wall Street, mais là je dérape complètement, alors que je le rappelle, il a été un haut fonctionnaire d'État, bureaucrate de l'État, doublé d'un riche homme d'affaires de la banque Rothschild, c'est-à-dire les deux faces de ce monstre à deux têtes qu'il faudrait combattre. Alors, j'y vais puisque j'ai le micro. Excusez-nous, mais on a aussi limité, etc. Oui, excusez-nous, mais on est aussi limité, etc. Par le temps, et vous essaierez de les coincer à la sortie. Hein. Ah oui, moi j'y pense. Ah hein. oui, oui. Moi, je ah oui, pense. oui. Hein. Ah oui, non. Bon, vous allez répondre quand vous répondrez au deuxième round de questions. T'inquiète, ça arrive. Et du coup, la mienne, je suis tout au fond dans le nord, donc vous ne me verrez pas, mais complète un peu. C'est très intéressant. Je passe une super soirée, mais il me semble qu'il y a un vrai angle mort. On vient parler d'internationalisme, on parle beaucoup de capitalisme. Il y a plusieurs personnes qui ont soulevé la question du travail, parce qu'en effet, c'est là que le capital nous tient par les couilles et que cette question-là, elle est centrale. Et pour autant que je me rappelle, le mot syndicalisme a toujours pas été prononcé. Alors, il me semble que quand les travailleurs doivent s'organiser pour faire face à la classe capitaliste et s'organiser de manière démocratique pour avoir voix au chapitre quant aux prises de décision et pour fuir tous les phénomènes bureaucrates précédemment décrits, on va être obligé à un moment de parler de syndicalisme. Je vais un tout petit peu plus loin. Évidemment, on évacuera le syndicalisme co-gestionnaire. Évidemment, on évacuera, au vu de nos discussions, le syndicalisme S'il vous plaît, on n'a pas beaucoup de temps. Vertical, etc. Et le syndicalisme international, à un moment, il faut en parler. Enfin, on est obligé d'en parler ce soir. Et, messieurs, s'il vous plaît, répondez à ça. On ne peut pas aborder l'internationalisme sans parler de lutte syndicale internationale. On va laisser on va vous laisser répondre. Juste, désolé, 2-3 choses avant de vous les laisser répondre et puis répondre aussi aux questions qui ont été resoulevées. Alors désolé, on va devoir s'arrêter là pour les questions parce que nous on a une salle qu'on va devoir rendre, donc ça aura été la dernière. Et on voudrait aussi, avant de laisser la parole, vous laisser répondre, s'excuser pour les gens qui n'ont pas pu rentrer, etc., qui auraient bien voulu s'asseoir par terre, mais voilà, on n'a pas le droit pour des raisons de sécurité. Et aussi vous signaler maintenant que si ça vous intéresse, à la sortie, il y a des revues disponibles de Ballast, donc la revue qui organise ce débat. Voilà, ceci dit, je vous laisse répondre et finir. Alors non, moi je ne savais plus où vous étiez, mais je ne vous avais pas oublié. Hein. Donc je m'apprêtais à répondre en regardant dans le mauvais coin de la salle. Donc là je sais un peu mieux. Alors voilà, l'internationalisme comme le rassemblement de tous les opprimés, c'est-à-dire la nation mondiale des prolétaires de tous les pays. Je laisse de côté toutes les discussions, même à caractère sociologique, sur la catégorie de prolétaires, etc., pour dire, alors là, vous dire sans détour mon sentiment, c'est précisément ce à quoi je ne crois pas du tout. Mais pas du tout. Alors là, pour le coup, c'est vraiment la lecture littérale de l'international de la chanson, hein. Et l'international sera le genre humain. Je ne crois pas que le genre humain soit une catégorie politique opératoire, et que s'il y a, comment dirais-je, un mouvement... S'il y a un état du monde affranchi de la domination capitaliste, c'est un point oméga qui est tellement éloigné qu'il n'emporte aucune conséquence politique intéressante à portée de main, et que, en réalité, on a plus intérêt à
à le mettre de côté qu'autre chose. Pourquoi ? Parce que, alors ça c'est un point sur lequel je voulais intervenir depuis longtemps et vous m'en donnez l'occasion. Moi je pense que les luttes sociales ou les luttes anticapitalistes s'effectuent ou s'effectueront concrètement sur une base qui est essentiellement locale ou nationale. Alors évidemment sous réserve de la circonscription du national. Mais je ne vois pas un seul exemple, alors peut-être qu'on va me contredire, hein, je ne vois pas un seul exemple de lutte révolutionnaire qui était réellement internationaliste. Qu'il y ait des courants internationalistes qui... Parce que c'est ça aussi l'internationalisme, si vous voulez. En tout cas, l'internationalisme révolutionnaire, c'est reconnaître sa propre cause dans les luttes de ceux qui sont de l'autre côté des frontières. Alors ça a toujours existé. Ça a toujours existé. Même la Révolution française, qui n'était pas une révolution anticapitaliste, avait ces étrangers et ces révolutionnaires d'adoption venus de l'étranger. La Commune, bien sûr, on connaît, il y a des figures étrangères qui ont activement pris part à la Commune, qui ont payé de leur vie. Il y a Dubrovsky, Léo Frankel, voilà, on sait tout ça. Bon, mais... Et il n'en demeure pas moins que ces présences de militants ou de combattants venus d'autres pays demeuraient des phénomènes marginaux. Et que pour l'essentiel, ces luttes étaient sur une base locale. Alors la Commune même le dit assez. La Commune, c'était une lutte révolutionnaire sur une base qui n'a pas réussi à être autre que municipale, qui n'a même pas réussi sa propre extension à la circonscription nationale. Et il y a des raisons extrêmement puissantes qui vouent les luttes révolutionnaires en premier lieu à la localité, c'est que la lutte est une affaire de proximité. Voilà. C'est des gens qui, à un moment, si vous voulez, la sociabilité politique, surtout quand elle est révolutionnaire, surtout quand elle est en acte, ça ne se passe plus sur les réseaux sociaux. Ça n'est plus délocalisable. À un moment, on se retrouve quelque part. Et c'est bien ça, hein, l'idée de les places, la rue. On est ensemble. Bon, alors oui, de temps en temps, il y en a quelques-uns qui peuvent prendre l'avion pour venir. Alors bah oui, c'était formidable, la Nuit debout. Il y a eu une soirée, je me souviens, au mois de mai, avec plein de délégations internationales. Bon, ils sont venus, ils sont repartis. Et puis, il y avait des nuits debout un peu qui avaient essaimé à l'étranger. Voilà, oui, c'est ça. Ça, c'est la contagion. Mais le gros de la lutte se fait toujours... si vous voulez, se fait toujours localement. Voilà. Donc et pour des raisons qui tiennent évidemment aux facilités de la communauté linguistique, c'est pas un obstacle totalement insurmontable, mais quand même, sauf, si vous voulez, sauf pour une élite polyglotte, donc dotée d'un capital scolaire suffisant, etc. Sauf pour cette élite-là, quand même, pour les autres, c'est difficile. Et puis, l'autre chose, c'est le grand facteur, c'est celui de la désynchronisation des luttes nationales. Alors, je ne vais pas me donner le ridicule devant Olivier d'invoquer la théorie du développement inégal et combiné, mais enfin, c'était quand même bien ça l'idée, quoi. Oui, la révolution internationale est une suite discontinue de révolution nationale. Voilà. Et c'est comme ça que ça procède, par extension, mais toujours à partir de bases locales circonscrites, n'est-ce pas ? Parce que c'est là que les interactions politiques peuvent connaître leur maximum de densité et d'intensité, et que peuvent se réunir les forces concentrées qui permettent de renverser un ordre social parce qu'il en faut. Donc moi, l'international qui sera le genre humain, comme perspective politique opératoire, je n'y crois absolument pas. Alors, Madame, j'ai été très sensible évidemment à votre remarque sur comment pourrait-on nouer tout ça à un discours de type psychologique et qui serait non psychologisant. Je peux pas pousser la réponse très très loin. Autrement d'ailleurs qu'en vous disant que travaillant dans le cadre de la théorie des affects de Spinoza, en tant qu'elle permet de construire une pensée politique des corps collectifs, mais aussi une pensée politique de la manière dont ils se font, de la manière dont ils entrent en crise, dont ils se défont, dont s'opèrent les dynamiques, les bifurcations insurrectionnelles ou révolutionnaires. Évidemment, je ne pouvais qu'être touché par votre remarque. Quant au syndicalisme, je vais laisser Olivier répondre pour l'essentiel, mais je me contenterai de dire ceci. Moi, ce qui me navre dans la situation présente, c'est l'absence d'un syndicalisme authentiquement révolutionnaire.
Je vais reparler de Nuit debout juste d'un instant. Parce que, si vous voulez, dans Nuit debout, en tout cas, il y avait une fraction de Nuit debout qui était très engagée dans le mouvement contre la loi travail et qui avait des objectifs télescopiques, en quelque sorte, dont aucun n'a été atteint, au demeurant. Mais bon. Et ces objectifs télescopiques, c'est une fois qu'on a dégommé la loi El Khomri, bon, vous connaissez la fin de l'histoire, une fois qu'on a dégommé la loi El Khomri, la lutte ne s'arrête pas. On ne rentre pas chez nous pour autant. Parce que le mot d'ordre de Nuit debout, c'était contre la loi El Khomri et son monde. Donc d'abord la loi, après le monde qui réengendre sans cesse des lois El Khomri. Et pour s'attaquer au monde générateur des lois El Khomri, ou des futures lois Macron, ou des futures lois Fillon, etc., c'est autre chose qu'un mouvement de revendication bien circonscrit, avec manifestation, tension locale du rapport de force, et si on a décroché la timbale, c'est fini, on rentre chez soi. Et pour passer à la deuxième étape... Autant pour négocier la première étape, là, il fallait qu'on joue la convergence avec les syndicats. Autant pour envisager la seconde étape, il nous fallait le secours d'un syndicalisme authentiquement révolutionnaire, qui ne se contente pas du jeu institutionnel à la papa et qui rentre chez lui une fois qu'il a décroché quelque chose. Mais des confédérations syndicalistes révolutionnaires, moi, je n'en vois pas. Olivier Besancenot. Sur la question du syndicalisme, d'abord, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la stratégie des organisations syndicales aujourd'hui. Pardon, excuse-moi. Ouais. Si je ne cite pas la CNT, je vais me faire Icari. Mais j'allais le faire pour toi. Je vais me faire Icari. J'allais le faire pour toi. Bon, voilà, il y a la CNT. Et puis il y a aussi plein de militants quand même à Sud, à la CGT, qui s'animent dans le bon sens. Le problème qui est posé, c'est le cadre organisé pour répondre à ta question. Il y a la question de la stratégie syndicale. Bon, celle-là, je ne vais même pas m'enflammer parce que ça fait quand même maintenant 3 séquences successives où on aurait quand même aimé pour une fois qu'il y ait un appel unitaire, non pas à 5 journées d'actions massives successives, mais ne serait-ce qu'à 3 jours successifs de grève générale dans le pays pour faire reculer le gouvernement. Je sais qu'avec des scies, on coupe du bois, mais sans déconner, s'il y avait eu un appel à 3 jours successifs de grève générale, ça aurait donné confiance à tout le monde et le gouvernement aurait été obligé, ne serait-ce que de nous parler différemment et de ne pas utiliser le 49.3. Voilà, parce qu'on aurait paralysé le pays, parce qu'on était en nombre et en capacité de le faire. Alors après, sur les formes organisées, il y a toutes les équipes syndicales dont tu parles, parce que c'est un cadre en tant que tel. Maintenant, je crois qu'il n'y a pas de raccourci possible par rapport au sujet d'émancipation. Moi, je ne suis pas un fétichiste organisationnel, et je le dis en tant que militant de parti. C'est-à-dire que je pense que les organisations politiques, les organisations démocratiques, qui sont l'expression même de l'émancipation, je crois qu'on a le bilan politique là aussi d'un siècle qui est venu nous dire qu'il n'y a pas de raccourci possible. Les partis ont eu leur lot d'échecs, les organisations syndicales ont eu leur lot d'échecs. Il y a eu un immense espoir dans le mouvement ouvrier au début du siècle dernier, avec l'expérience syndicaliste révolutionnaire, le mouvement des bourses du travail, qui est un mouvement auto-organisé. Ce n'est pas un mouvement qui a échappé à la bureaucratisation, pardon de le dire. Et les règles que je préconise, par exemple, au niveau politique, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on plafonne la rémunération des élus et qu'on renvoie les gens au boulot au cours de 2 mandats, ça serait même bien qu'on l'institue au niveau syndical, de toi à moi. Donc, il n'y a pas pour moi de formule organisationnelle toute faite parce que la discussion, elle est plus générale. Réinventer un projet d'émancipation, c'est discuter d'un programme, de forme organisée, peut-être nouvelle, qu'on n'a pas vu encore. Et la question de fédérer toutes ces forces-là, y compris au lendemain de l'élection, quand l'élection sera terminée, peut-être qu'on pourra rediscuter politique. On peut aussi ne pas désespérer. Elle est posée devant nous et peut-être qu'on l'inventera d'une manière ou d'une autre. Ensuite, sur le débat, comment dire, là, il y a sûrement une nuance entre nous. Le genre humain... Bon, moi, ça me fait frémir parce que c'est l'international. Donc, de toute façon, je suis bon public et je suis bon client et je la chote allègrement parce qu'elle me booste toujours. L'international sera le genre humain. Si ça renvoie à l'uniformisation, en effet, non. Mais si ça renvoie à l'aspiration au contact de l'humanité, moi, je réponds toujours oui. Et je réponds toujours oui. À ces aspirations fraternelles, internationalistes, je crois qu'on en a besoin et qu'on a besoin de ne pas en avoir peur. Et que c'est extrêmement important, même si ça ne règle pas tous les problèmes. Et ça nie pas les questions nationales. Tu dis qu'il n'y a pas eu de révolution internationaliste, là je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire que tu parles du développement inégal et combiné. La révolution russe par excellence, c'est l'exemple même, l'illustration même du développement inégal et combiné. C'est-à-dire, pas simplement une affaire de discontinuité entre des états de politisation et des situations économiques différentes entre les nations, c'est aussi une affaire de rattrapage et d'imbrication. C'est ça le développement inégal et combiné. Tu parles d'organiser la contagion. La révolution russe, ça a été ça. Oui. Ça a été l'embrasement. Ça a été le dilemme politique d'ailleurs. Comment dénouer cette question-là ?
la révolution, l'octobre allemand de sinistre mémoire et Rosa Luxembourg tuée par les sociodémocrates en janvier 1919, la République des Soviets en Hongrie, ce qui s'est passé même à Turin avec des centaines de milliers de travailleurs qui ont été organisés en conseil en 1920-1921, il y a eu un embrasement, instinctif et simultané pour le coup. C'est-à-dire que là, la question des frontières était déjà dépassée. Mais en même temps, il y a ce rattrapage politique. Donc c'est la question à dénouer. Mais en tous les cas, je crois que, il n'y a pas eu de révolution que sur des bases nationales. Pour te répondre en effet de miroir, la question européenne était posée en 1848. Elle était posée pour ceux, et d'ailleurs tu l'as dit, qui menaient la Commune de Paris. Maintenant, la révolution internationale, est-ce qu'elle a eu lieu? Non, évidemment. C'est-à-dire que ce périmètre-là, il n'a jamais été trouvé. Mais je crois que l'émancipation est contagieuse, oui, en effet. Et elle est systématiquement contagieuse. Et tu le rappelais d'ailleurs même dans Nuit debout. C'est-à-dire que Nuit debout, c'est pas simplement... Oui, tu as raison, bien sûr que la prise de la lutte, on l'a toujours localement. Mais comme c'est contagieux, elle se fait toujours en coordination. On a fait ces Nuits debout européennes parce que ça venait en tête de tout le monde de le faire. Donc on revient toujours à cette sempiternelle discussion. Donc en fait c'est frustrant pour tout le monde, pour vous, parce qu'on a beaucoup trop parlé, mais parce qu'on avait vraiment besoin de discuter et qu'on n'a pas tout épuisé. En plus il y a des gens qui ne sont pas rentrés dans la salle, donc il faudra la poursuivre cette discussion, parce qu'elle est posée, elle est devant nous, elle est nécessaire précisément pour dénouer ces questions qui parfois peuvent être des obstacles. Et moi le seul appel que je voudrais lancer à la fin, c'est à tous ceux qui ont le cœur à la gauche de la gauche. L'internationalisme, c'est aussi le drapeau rouge. Voilà. En 1948, il y en a qui ont substitué le drapeau rouge au drapeau bleu-blanc-rouge parce qu'il y a eu des morts sur les barricades de Paris. Alors aujourd'hui, le drapeau bleu-blanc-rouge, dans la campagne électorale, il revient en force, soit, mais qu'on tienne bon au moins sur une chose, amis et camarades, c'est la liberté de circulation et la défense des immigrés. Parce que là, on n'a pas le droit à l'erreur. C'est aussi ça notre responsabilité aujourd'hui. Et on entend tellement de conneries aujourd'hui, tellement de conneries à nous expliquer que toute la misère du monde viendra en France. Les faits, eux seuls, cassent cette idée-là. Les faits, eux seuls, à ceux qui tremblent aujourd'hui, redites-leur autour de vous que la misère du monde ne vient pas d'abord dans l'Union européenne, elle va d'abord dans les pays limitrophes. Et si on est tout à fait honnête, ceux qui fuient la barbarie, le chaos, les guerres, les viols, dépassent même pas leurs propres frontières. La plupart du temps, c'est des déplacés internes. Donc on est très très loin de voir toute la misère du monde. Et la misère du monde, l'État français a sa part de responsabilité là-dedans. Donc, tenez bon là-dessus, faites passer le message autour de vous, parce qu'il y a une lutte essentielle. Et là, la solidarité internationaliste, avec ou sans trait d'union, à la limite, on s'en fout. On en aura bien besoin dans les mois qui viennent. On va devoir, désolé de jouer le mauvais rôle, mais on est d'accord sur le fait que c'est une discussion à poursuivre. On va devoir bientôt rendre la salle, donc peut-être Frédéric Lordon, vu qu'Olivier Besancenot, vous avez conclu en quelque sorte votre intervention, mais Frédéric Lordon, si vous voulez répondre, donner un dernier mot de conclusion. Très rapidement. Voilà. Je pense que c'est que des questions de formulation, mais ça doit être pour le plaisir de la discussion. Tu disais tout à l'heure, oui, il y a eu des luttes internationalistes, tu as parlé de 48, etc., et tu as dit la question des frontières était dépassée. Bon, non, la question des frontières n'était pas dépassée, précisément parce que pour moi, la contagion passe par-dessus les frontières. Mais on voit bien qu'elles ont, que pour le pire ou pour le meilleur, peut-être surtout pour le pire, elles ont perduré. Donc effectivement, c'est bien ça, on en revient à cette idée de l'internationalisme de la contagion. Alors maintenant, je voudrais juste pour terminer te lire quelques lignes d'un bon auteur qui dit ceci. C'est un dialogue avec Jean-Marie Haribey, qui était à l'époque co-président d'Attaque. Et c'est une controverse amicale, sans doute comme celle que nous venons d'avoir. Et le bon auteur dit ceci, c'est en 2007, il dit ceci. Ceci dit, je crains que l'alternative entre la souveraineté des États-nations et une Europe politique ne soit très simplificatrice. Quant au rapport entre souveraineté nationale et Europe politique, il ne s'agit pas d'une antinomie aussi peu dialectique que tu la présentes. Oui à une Europe politique et sociale, mais les souverainetés anciennes ne seront pas immédiatement solubles pour autant dans un peuple européen, pour l'heure hypothétique, qui ne pourrait être qu'une construction historique, et non pas administrative, cristallisée par des événements et des expériences partagées. Vous voyez, madame, des expériences et des événements partagés, c'est-à-dire des affects communs. Et ce bon auteur, tu l'as reconnu, c'est Daniel Ben Saïd.
Merci beaucoup, merci à vous deux, merci à la salle. Merci beaucoup, encore une fois, nos excuses pour les personnes qui n'ont pas pu être là, qui n'ont pas pu rentrer. Ah oui, avec plaisir. Mais en public ou en privé. Oui, je te propose pas quand je dis ça, ça me fait... Non, mais je comprends tout à fait, au sérieux. Merci. Je suis venu en moto. Enfin, heureusement, c'est